La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Les journaux font durer le plaisir ce matin. Oui, enfin le plaisir, on ne sait pas, mais l'existence en tout cas. Est-ce que vous avez envie de vivre jusqu'à 120 ans, Dimitri ? Ah oui, absolument. Eh bien, vous allez être intéressé par ce reportage que vous lirez à la une du Parisien aujourd'hui en France. Reportage sur ceux qui, peut-être comme vous, se font appeler des biohackers, des jeunes gens qui mettent tout en œuvre pour vivre le plus vieux possible. C'est ce que nous raconte Gila Varroquier. Louis, par exemple, il n'a que 25 ans, mais il est déjà obsédé par la peur de mourir. Alors il passe des heures chaque jour à craquer les codes du corps humain en général et du sien en particulier, en essayant des protocoles, avec la conviction qu'en optimisant son quotidien, il pourra donc vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Comment font-ils ? Alors, il y a ceux qui courent les cliniques et instituts spécialisés dans le monde entier avec des traitements qui laissent quand même un peu songeurs, notamment sur les cellules souches. Mais il y a aussi des recettes plus simples et moins onéreuses que détaille une vraie spécialiste du vieillissement. Alors ça va vous plaire, Dimitri, parce que c'est exactement le mode de vie des matinaliers à la radio. Bien manger, que des trucs sains, dormir au moins 7 heures d'affilée, avoir des connexions sociales, ça encore ça va, réduire le stress, ça va moins, marcher 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. On note quand même 15 à 20 ans de différence entre quelqu'un qui a un style de vie sain et un autre, explique une spécialiste. Alors repousser la mort à 120 ans, ça me paraît excessif, ajoute-t-elle. En revanche, atteindre les 100 ans, ce sera tout à fait possible. D'ailleurs, c'est ce que nous promettent les statistiques. En 1970, on dénombrait 1000 centenaires en France. Ils étaient 31 000 en 2024. Et on estime que dans 35 ans, ils seront 200 000. Bref, pourquoi pas vous ? Un vieillissement de la population qui ne sera pas sans poser certains problèmes. Et les retraites ? Évidemment. À ce sujet, le ministre des Comptes publics prépare une petite révolution, nous apprend l'opinion. Il souhaite bouleverser la présentation des comptes de l'État en la matière, selon l'idée que bien présenter les choses contribue à les améliorer. Il veut mieux faire apparaître le vrai coût financier des pensions des fonctionnaires, explique Marc Vigneault. Et ça va faire du bruit. Un exemple. Le budget de l'éducation nationale, qui s'élève à 90 milliards d'euros, personne ou presque ne sait qu'un tiers de ce budget, soit 30 milliards, sont uniquement consacrés au financement des pensions des profs. On passe à l'élection présidentielle. Oui, ou plus précisément aux élections législatives qui vont suivre la présidentielle. Parce qu'une chose est sûre, compte tenu de l'absence de majorité actuelle à l'Assemblée, la première chose que fera le nouveau président, quel qu'il soit, ce sera de dissoudre. Or, il n'est pas du tout acquis qu'il obtienne une majorité nette. Bref, le scénario catastrophe que nous vivons actuellement pourrait se poursuivre. C'est en tout cas l'hypothèse que fait le Figaro. Parce que celui qui gagnera la présidentielle n'aura fait que la moitié du chemin, prévient un poids lourd centriste. Alors au centre et à gauche, on phosphore en ce moment sur ce que pourraient être d'hypothétiques alliances. Au PS, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, s'encourage ses petits camarades à carrément faire l'impasse sur la présidentielle, ingagnable selon lui, pour se focaliser sur les législatives. Lors du prochain quinquennat, le Premier ministre pourrait être plus important que le président, prédit un autre socialiste. En fait, celui qui semble le mieux positionné pour obtenir une majorité absolue en cas de victoire à la présidentielle, c'est le RN. Le parti s'y prépare depuis 2 ans. Quoi d'autre dans nos journaux ce matin ? Qui sont les 2400 signataires de la pétition anti-Bolloré qui circule à Cannes ? C'est la question que s'est posée le Figaro, qui a eu la bonne idée d'éplucher la liste de ces soi-disant professionnels du cinéma. Je dis soi-disant parce que c'est effectivement la grosse surprise de cette enquête. Un grand nombre de signataires n'a aucune accointance avec le cinéma, nous révèle Léna Luto. Il y a même une travailleuse du sexe, pourquoi pas. Enfin, il y a déjà aussi des repentis. Selon nos informations, écrit-elle, un célèbre acteur et réalisateur aurait téléphoné à Canal+ pour faire amende honorable. J'avais mal lu le texte, s'est-il excusé. C'est ballot. Contacté par le Figaro, il n'a pas souhaité donner suite, comme quoi le courage chez certains acteurs, c'est juste du cinéma. Mais on va terminer avec un autre acteur ce matin, Patrick Bruel. En ce moment, au cœur d'une tempête, accusé de violences sexuelles par des dizaines de femmes, dont Flavie Flament, vous avez suivi ça. Le Parisien a eu l'idée d'aller voir comment ça se passait au théâtre, où il joue en ce moment. Tout est complet, mais au moment des applaudissements, c'est pas flamberge. L'ambiance est quand même un peu bizarre, raconte Sylvain Merle. Laurence et Nathalie sont venues entre copines, raconte-t-il. Ce serait aujourd'hui, j'aurais pas pris de place, mais on les avait déjà, confie Nathalie.
Personnellement, j'y ai pensé pendant toute la pièce quand il parle d'amour. Le producteur du spectacle, lui, évidemment, marche sur des œufs. Normalement, la pièce est programmée jusqu'au 7 juin, mais ira-t-elle jusque-là? Rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais dans quelques semaines.